j'ai commencé à dessiner, j'étais bahutin des petites classes, j'étais encore en 7e. Et ma foi, à l'époque, j'étais très influencé par le grand dessinateur Steinlen, qui avait fait la couverture de l'International au crayon lithographique. Ça a déterminé ma voix. Tout gosse, ça correspondait tellement, ce dessin-là, à la sensibilité que je montrais déjà d'après la vie des grandes personnes qui fréquentaient l'atelier de lutherie de mon père, que j'ai pas eu d'effort à faire pour trouver ma voix était tracée dans le sillage de Steinlen, à l'époque. C'est ainsi que j'ai démarré, et alors, naturellement, chaque semaine, mon cahier de dessin était confisqué par le prof, ou le pion, ce qui donnait lieu à des bagarres, parce que j'étais pas d'un poil à me laisser faire, je n'ai jamais été un résigné, car je suis devenu révolté contre toutes les injustices et le principe d'autorité de ma plus tendre enfance, ayant eu à en subir les effets de la part d'un père brutal. Alors, mon départ en dessin à l'école des Beaux-Arts, quelques années plus tard, quand j'étais en âge d'y entrer, ma foi, ne m'a rien appris. Je n'ai pas mordu aux artifices du dessin pompier, qui consistait à faire des ombres à la sauce, des ombres noires, comme des tuyaux de poêle tout neufs, sans émotion, sans transparence. Et il y avait ce genre de dessin qui était récompensé. Quant au mien, ma foi, on laissait entendre que le mien, c'était pas du dessin. J'étais convaincu du contraire. Et je l'ai prouvé, en lâchant l'enseignement pompier très jeune, dès 1909. Alors justement, en 1909, tu vas à Paris, tu obtiens une bourse pour aller aux Arts Déco, mais tu ne restes que 3 mois aux Arts Déco. Alors pourquoi? Oui. Eh bien voilà, ces 3 mois ont été 3 mois de déception, car ce que je faisais à Dijon, je suis arrivé à Paris avec des dessins sous mon bras, d'après le modèle vivant et l'antique, et aux Arts Déco, comme boursier, je ne passe pas le concours d'entrée, seulement on me donne comme modèle des rosaces, des trucs que j'avais fait à mes premiers débuts. Ça ne convenait guère à un gars qui venait d'après moi, faire un gros effort dans le sens du modèle vivant et de l'antique. C'est-à-dire que on me remettait à la crèche alors que j'avais atteint la première. Aussitôt que j'en ai eu l'occasion, j'ai fait connaissance des quais de la Seine, je suis allé travailler tout seul, sous l'influence globale du mouvement impressionniste, où j'ai retrouvé mes premières études, mes premières pochades, quand j'étais gamin, que je faisais sur des bouts de bois, de boîtes de cigares, ou sur des bouts de carton non encollés, à la façon de Toulouse-Lautrec. Seulement, ces pochades ont mal vieilli, les bouts de carton n'étant pas encollés, ont tout bu la couleur, mais enfin, elles témoignent tout de même de ma prédilection pour la couleur pure. Et alors, les impressionnistes, ça a été une révélation pour moi-même, ça m'emballait, et de leur fait, de leur influence globale, j'ai plaqué l'enseignement pompier définitivement. Alors à cette époque, tu fais de la décoration, tu as une vie assez vagabonde à Paris, tu travailles aux Halles également. Alors comment tu réussis à concilier à la fois cette vie un peu vagabonde et la peinture? C'est ça se conciliait très bien. Très bien. La peinture, ma foi, la peinture, c'était pas pour moi de l'art pour l'art. La peinture est un moyen d'expression. Et la fréquentation de la misère populaire et du idéal, au contraire, a aidé à développer ma vision de la misère, mais en peintre, dans la recherche des qualités colorées, la recherche des rapports de ton. J'ai jamais admis l'anecdote pour l'anecdote, mais voir la misère avec des yeux de peintre, ça m'a été très utile. Les rapports de ton des bars miteux de la Pointe Sainte-Sèche
m'ont aidé à trouver les rapports de ton exprimant l'atmosphère des malheureux, des miséreux qui venaient travailler ou chercher dans les ruisseaux leur pitance quotidienne. Ça m'a aidé énormément, et sur le plan philosophique, social, idéologique, en même temps sur la peinture. Mais tu exposes à Dijon, avant de partir à la guerre, tu exposes notamment une toile importante, Les Verriers au travail. Alors là-dedans, on voit tout de suite que le sujet pour toi, dans un tableau, a beaucoup d'importance. Beaucoup, parce que c'est le point de départ de ma conception des grandes compositions de caractère social. J'ai fait cette toile parce que, à l'époque, je fréquentais beaucoup la Bourse du Travail de Dijon, où j'avais fondé un comité de défense sociale, et j'étais en rapport avec le secrétaire du syndicat des verriers de Dijon. Et un jour, je lui ai demandé à visiter son lieu de travail, si bien que j'ai été révolté devant l'emploi des enfants dans les verreries, des petits Espagnols ou Italiens ramassés dans les régions les plus pauvres de leur pays par des padrones, ces crapules qui allaient arracher les gosses à leurs parents en leur faisant espérer monts et merveilles de trouver une situation aux enfants en France. Et quelle situation! Et tout ce ramassage esclavagiste était fait de connivence avec le patronat français des verreries. Et le jour où je suis arrivé devant l'établissement avec ma toile et ma boîte à couleurs, la direction a fait fermer les portes et m'a interdit l'entrée de la verrerie, ce qui prouvait qu'elle avait bonne conscience. Oui, mais aussi l'allié secrétaire immédiatement donné un coup de sifflet. Tous les verriers ont débrayé. 5 minutes, le temps que la direction me rouvre la porte pour éviter la grève. Alors j'ai pu entrer dans la verrerie et mettre ma toile en place. Naturellement, une toile de 40 figures n'était pas exécutable, surtout dans ce milieu surchauffé, où les torses rougeoyés devant la gueule des fours et des boules en fusion ou des cannes. Si bien qu'elle a été travaillée de mémoire, à une époque où l'influence globale impressionniste, tout de même, avait laissé ses principales traces qui appartenaient à Bonnard. Cette toile faite sur un calicot à peine encollé, a mal vieilli. Mais il y avait, à l'origine, des violets purs, dorés, de la palette à Bonnard. Et elle est faite un peu de la virgule impressionniste. Pour moi, il y a une régression sur ce que j'avais atteint avant. Non pas que je réprouve l'impressionnisme, seulement j'avais dépassé ce stade. L'impressionnisme était pour moi le stade initiateur à la vraie peinture. La peinture qui chante, la joie de vivre comme la peine de vivre. Mais c'était tout de même une régression parce que je me dirigeais vers la peinture que je fais aujourd'hui, simplifiée, vers les larges aplats. Alors pendant la guerre, tu ne cesses pas de dessiner et de peindre, et tu ramènes toute une série de dessins du front. Oui. Alors est-ce que tu estimes que les circonstances particulières dans lesquelles tu as été obligé de travailler ont modifié un petit peu ton style ou au contraire l'ont affermi? Elles l'ont plutôt affermi, parce que mon indignation et ma révolte contre la guerre, eh bien, ma foi, se sont affermis devant la réalité, si je puis dire, vivante de la guerre, devant la tuerie, ces macabres pourrissants, éclatants par détonation de la pourriture dans la nature, et mangés par les campagnols au champ d'honneur. Tout ça n'a fait que conforter dans ma révolte et dans mon parti pris artistique de vouloir
impacté la sensibilité, l'art au service de l'antiquaire. Et c'est à quoi je me suis donné passionnément. J'ai ramené une quantité de dessins, bien que c'était défendu dans la zone des armées, une quantité de dessins parce que mon carton sur la patelette de mon sac ne me quittait jamais. Et en première ligne, j'ai dessiné en première ligne. Quand tu reviens de la guerre, justement, est-ce que tu pars tout de suite à Paris? Je me suis marié en 19 à Dijon, et puis aussitôt marié, j'ai pris la direction de Paris, où j'ai retrouvé d'anciens copains des arts décoratifs, notamment Léon Sabatier de Toulon, avec son copain Léo Martin, qui étaient des copains des arts déco, quoi, d'avant 14. Quand nous trouvions chez le père Hubert, dans la rue de l'Hirondelle, la grange où l'on buvait du cidre, je me rappelle des premiers poèmes que Francis Carco accrochait au mur de la Bollée, sous les peintures à la colle signées de moi, qui représentaient des buveurs de cidre jouant du biniou. Tu vas donc habiter à un endroit très célèbre pour les peintres, la Ruche. Oui. Ah ben la Ruche. Je suis allé à la Ruche, occuper un atelier à la façon, comment dit-on, le mot anglo-saxon, là? Squatter. C'est ça. Alors nous sommes arrivés à la nuit, à la Ruche, et au grand effroi de la concierge qui criait à l'assassin, ben nous avons emménagé, et joyeusement. Et elle avait bien arrosé ça. Seulement le lendemain, quand je me suis retrouvé seul dans cet atelier vide, sans rien au mur, ben je voulais peindre. Si bien que ce jour-là date l'autoportrait qu'encore aujourd'hui beaucoup de mes amis trouvent bien. Voilà, je voulais peindre, j'avais pas de sujet, mais il y avait une glace tout de même dans la charrette que j'avais pu accrocher, et ma foi, je me suis peint dans la glace avec mon béret de poilu qui ne m'a jamais quitté, et grâce auquel je ressemble à un Tonsuret, notre Sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine. Voilà, à cause du béret de Troufion qu'on portait dans la coloniale, parce que le casque, on ne le portait pas souvent dans la coloniale. C'est mon casque, je l'ai laissé quand on est passé à Lyon, au rapatriement. Il y avait une bande de jobards qui criait « Vive l'armée !» Ben, celui qui était le plus près de mon compartiment a reçu mon casque colonial en pleine gueule. Et je lui ai laissé comme cadeau. Alors, c'est une arrivée... Je souhaite raconter tout ça. C'est une arrivée remarquée à la Ruche. Et la Ruche, c'est un endroit célèbre. Évidemment, seulement à déjà en 21, la Ruche était triste. Parce que la Ruche, c'était surtout la grande misère de ses habitants. Des types connus, même Soutine l'avait quitté un an avant pour aller habiter une boutique de l'avenue du Maine. Mais tous ceux qui restaient, ce n'était plus, n'avaient plus la valeur ni de Soutine, ni de Chagall. C'était de pauvres diables poussés par l'amour de l'art et qui, ma foi, enduraient stoïquement leur misère. Mais c'était triste. C'était miteux. Les ateliers vermoulus, branlants, avec leurs escadrons de punaises et leurs bataillons de rats, les rats des abattoirs qui venaient faire des tournées autour du nombril des habitants de la Ruche. C'était quelque chose d'une tristesse infinie. Alors là-bas, tu rencontres quand même quelques artistes. Oh oui, et très sympathique. Tsaitis, un sculpteur lituanien qui n'a jamais pu apprendre le français. J'ajouterai qu'il est mort pendant l'occupation dans son atelier et qu'on l'a trouvé à moitié mangé par les rats. Alors tu as fait un portrait d'ailleurs de lui. Oui, même plusieurs, parce que malgré leur bohème, c'est presque compatriotes,
les Russo-Polonais de la ruche le méprisaient. Il ne parlait pas français, il avait tout du paysan, mal vêtu comme un trimardeur. Seulement, il avait un amour de l'art tel que ces gens-là ont eu tort de ne pas le considérer plus fraternellement. Ils le dédaignaient, c'était presque du mépris. Or, moi, je me suis attaché à ce bonhomme-là. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Battaglia là Oui, ben Battaglia était mon voisin de couloir dans le bâtiment en dur de la ruche, le long du passage d'Antilles. N'ayant fait aucun copain, ayant vécu en égocentrique, il s'est trouvé dans la misère, et ma foi, il était heureux de mon voisinage, parce que j'ai adouci un peu sa peine. D'ailleurs, mes attentions pour lui ont doublé le jour où j'ai entendu dans son atelier un coup de pistolet. Il s'est loupé. Mais il avait dans sa collection un pistolet d'arçon avec des balles grosses comme des pruneaux. Et il s'est loupé. Il n'en a jamais parlé, moi non plus. Mais en allant le soigner dans son atelier, j'ai senti que ça avait touché le drame, qu'il s'était loupé. En attendant, j'ai fait son portrait parce que, avec ses derniers sous, une des rares fois où il a fréquenté Montparnasse, il a acheté des couleurs qui venaient de Düsseldorf. Et en échange des gentillesses que ma femme avait pour lui, il m'a dit, ben, tu sais, si tu veux en user, c'est à ta disposition. Et c'est pour user de sa couleur que je lui ai dit, ben, vous allez me poser votre portrait en pied. C'est comme ça que j'ai fait le portrait de Battaglia. Et parmi mes peintures de cette époque, c'est la seule toile qui s'est bien conservée. Les peintures de Düsseldorf s'étant avérées supérieures à celles de la maison Lefranc. Alors à cette époque, tu fais beaucoup de portraits. Qu'est-ce que tu trouves dans le portrait? Ah, ben c'est passionnant parce que dans le portrait, il ne s'agit pas de la structure physique superficielle. Il s'agit de pénétrer la psychologie d'un être, de la découvrir et de la faire vibrer dans la vérité de la lumière colorée. C'est passionnant de chercher la palpitation de la cellule vivante dans l'être. Il y a des rapports de ton extraordinaires pour le peintre quand il veut exprimer la profondeur de l'être. Il faut se battre avec sa toile pour que la toile soit valable. Il faut la remettre sur le métier. Quand j'étais jeune, je rigolais des conseils de Boileau dans son art poétique, remettre sur le métier sans arrêt. Ben aujourd'hui, je m'incline. Et si j'ai fait des progrès, c'est parce que voilà, déjà une trentaine d'années que je suis les conseils de Boileau et que je reconnais que j'enrichis mon travail en le creusant le plus possible pour aller profond. Et en allant profond, je sais que je vais haut et que je progresse. Tu cherches donc en faisant des portraits l'homme, surtout, mais quand tu vas par exemple peindre des paysages sur la zone à Paris, est-ce que tu vois aussi, par exemple, comme disait Émile Zola, les sentiments qu'éprouvent les hommes envers ces paysages, par exemple? Si tu peins une cabane, est-ce que tu penses aux gens qui habitent cette cabane, etc. Oui, mais oui. Pour moi, les choses, à partir de ce moment-là, quand elles deviennent picturales, elles deviennent vivantes. Il n'y a plus de nature morte. Tout est vivant, du fait du rapport des choses avec l'être vivant qui se meut. Il y a une interférence constante entre l'être et les choses, ce qui fait que les choses deviennent vivantes à leur tour. Et alors, dans la recherche des rapports de ton qui expriment la sensibilité et le frémissement de la lumière sur les volumes, on peut atteindre des hauteurs que la peinture n'a pas encore réalisées totalement. Mais je crois que l'avenir, la progression culturelle de l'art va pousser dans ce sens-là, et non dans les autres.
pas dans l'illisibilité, qui n'a rien à voir avec l'art, encore moins avec le grand art. C'est un produit bourgeois, l'illisibilité de l'œuvre, l'abstraction. C'est faux. Tu exposes tes toiles de la zone, justement, dans une galerie, et c'est là que se produit une rencontre avec le sculpteur Bourdelle. Voilà. La rencontre n'est pas produite. Non, mais c'est la rencontre de Bourdelle avec mes toiles. C'est bien que, de ce fait, je suis parti en Chine, euphorique d'avoir eu les compliments de Bourdelle. Alors, comment s'est passée cette exposition, justement? Eh bien, Marcel Bach n'avait pas assez de toiles pour remplir la galerie. Il était venu me demander d'exposer avec lui. Et c'est ainsi que j'ai fait ma première exposition personnelle aux côtés de Marcel Bach à la Palette Française, boulevard Haussmann, l'année de mon départ en Chine, c'est-à-dire en 26. Lorsque je vais voir, après le vernissage, parce que je n'aimais pas ça, l'exposition, je rencontre le directeur, Guillou, qui me dit, mon cher ami, je suis navré, votre peinture est tellement triste, je voudrais pas l'avoir au-dessus de mon lit, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors en effet, je constate qu'il m'avait foutu dans les coins noirs, et que la peinture freluquette de mon copain, elle, était en belle lumière. J'ai répondu, j'ai fait, je suis comme ça. Si ça ne vous plaît pas, je peux les enlever. Alors on était sur cette impression, que c'était loupé, Lorsque j'ai confirmation de ma nomination de prof à Pékin, et après avoir fixé mon départ par mer, je me rends à la Palette Française pour annoncer la bonne nouvelle à Guillaume. Seulement, je rencontre uniquement son lieutenant, Puvis de Chavannes, qui m'accueille d'une façon joyeuse et gracieuse, ce qui n'était pas le cas du début, et qui me dit, venez voir, une bonne surprise. Et il m'annonce, Bourdelle est venu avant-hier, et il est tombé d'enthousiasme devant votre peinture, en disant, ça, c'est un monsieur. Il semblait. Puis il dit, voyez le résultat. Alors, une toile achetée par Bourdelle, et une autre toile acquise par l'État. Tu parles, il était heureux, hein? Jusqu'alors, la participation au salon ne valait que quelques coupures d'une ou deux lignes, mais là, l'opinion de Bourdelle, ça, c'est un monsieur. Alors André Clodo, en 1926, tu décides de partir en Chine, où tu es nommé professeur à l'école des beaux-arts de Pékin. Eh bien, j'avoue de ne pas avoir perdu mon temps, parce qu'il y a eu un échange. J'ai autant appris d'eux qu'ils ont appris de moi. Ça a été l'interférence de deux arts, où la connaissance de l'un et de l'autre pouvait interférer pour l'enrichissement de l'art. J'ai trouvé dans la peinture chinoise classique, pas celle des décorateurs, mais celle des poètes et des philosophes, j'ai trouvé tout de même des éléments qui n'ont pas manqué à la peinture occidentale, chez certains maîtres même de la Renaissance, des affinités qui existent en sourdine dans les grandes œuvres, aussi bien chez les Gréco que chez la plupart des autres. Sans le savoir, ils ont chinoisé, comme dans l'œuvre chinoise se trouvent, classique, des éléments appartenant d'évidence à la peinture occidentale. Toi, en tant que peintre occidental, qu'est-ce que tu pouvais apporter
à tes élèves et aux Chinois en général? Parce que je crois que tu as aussi collaboré à des revues à Pékin, Oui. où tu présentais les peintres, les grands peintres français. Oui, français surtout. Oui, eh bien, ce que j'ai apporté, c'est peut-être un sens de la construction et la théorie des couleurs complémentaires issues de l'observation de Chevreul des couleurs du prisme solaire. Autant les Chinois, dans le noir et blanc, se sont avérés des maîtres indiscutables aux grandes époques, et si païcheux à la nôtre, autant sur le plan de la couleur, qui est le plan de la sensibilité, surtout du sensoriel, eh bien c'est ça que j'aurais peut-être apporté, une connaissance de l'expressionnisme et de l'impressionnisme associés. Et ce que j'ai reçu, moi, eh bien, c'est un peu l'influence des grandes époques où il y avait déjà des éléments du cubisme et de l'impressionnisme qui devaient naître plus tard en Occident, alors que les Chinois ont précédé peut-être d'un millénaire, n'est-ce pas, à cette époque. Tu enseignais, mais tu peins et tu dessines aussi à Pékin. Ah, oui. Alors, quels sont les sujets que tu choisis? Ah ben ça a d'abord été la vie, la rue chinoise. Ben ma foi, la rue, c'est quelque chose de formidable, n'est-ce pas? Cette population qui subissait la malnutrition, composée de mendiants à allure de fantômes, de lépreux en liberté étalant leurs plaies, des vidangeurs avec leurs brouettes à caca, une atmosphère de merde dans tous les hutongs, les ruelles de Pékin. C'était magnifique pour la peinture. Alors j'ai traité tous ces sujets avec, par exemple, la rue aux brocarts multicolores, avec ses pharmacies aux poteaux phalliques, pour indiquer que là, on avait de quoi traiter la vérole, n'est-ce pas? Les décorateurs des arcs de triomphe, qu'on appelle les paellos, eh bien, on voyait des gars minables, à peine couverts, faméliques, faire les ornements, les riches ornements des paellos, qui sont des arcs de triomphe, dédiés par souscription publique à la mémoire, par exemple, de veuves qui ne peuvent pas survivre à la mort de leur mari et qui vont se noyer. Alors tout ça, ces paellos dans le soleil, avec leurs décorations rouge, or, noir et jaune, ça chante terriblement. Et j'ai cité Pékin au plus fort de la dictature de Chanceline. Non, Chanceline était tombé déjà. J'ai quitté Pékin pour aller inaugurer la nouvelle école des beaux-arts de Hanzhou sur le lac de l'Ouest, dans la province du Tchékian, lequel lac de l'Ouest avait encore possédé des vestiges de l'époque où les Song, fuyant dans les Mongols, avaient établi leur capitale à Hanzhou, où les Mongols leur ont foutu la paix pendant un certain laps de temps, et puis ont fini un jour par les repousser jusqu'au Cap Saint-Jacques. Tu as ramené toute une série aussi d'aquarelles. Ah oui, ben j'en ai fait beaucoup parce que l'aquarelle, la mobilité des personnages, ça attire l'aquarelle à enlever vite. Une aquarelle, c'est un peu le défoulement du peintre. Faire chanter la couleur et puis cette transposition en clair à son côté agréable et permet le renouvellement et peut-être plus de creusement de la peinture à l'huile. Je vois tous les élèves que j'ai eus qui ont démarré par l'aquarelle, alors qu'en peinture à l'huile, ils étaient sur place. Et l'aquarelle leur a été d'un grand secours. Ils ont trouvé par l'aquarelle leur voie personnelle
et plus facilement mis à découvert leur potentiel de possibilité de créativité. Oui. Alors, toute cette œuvre que tu ramènes de Chine, tu l'exposes 1 an plus tard à la galerie Barreiro. Oui. Comment cette œuvre est-elle accueillie? Eh bien, j'ai commis une grosse blague. Parce que déjà, Barreiro, rue de Seine, était installé du côté de la rue de Seine, où le soleil ne donne jamais. Or, j'ai commis l'imbécilité de mélanger mes noirs et blancs, mes aquarelles avec ma peinture à l'huile. Et alors, il s'en est suivi ceci, c'est que toute la critique était favorable à mes aquarelles, mais moins à ma peinture à l'huile, qui semblait sombre. Forcément, le contraste du blanc, hein, des passe-partout autour des dessins noirs et blancs et autour des aquarelles, obscurcissait ma peinture plus creusée dans les tons majeurs que repousse l'aquarelle. Alors, si bien que j'ai vendu des aquarelles, des dessins, mais ma cache pour la peinture à l'huile, considérée par la critique comme un peu terne, sombre, manquant de vivacité, ne ressemblant pas à mes aquarelles. Ça aurait été une catastrophe si ma peinture avait ressemblé à mes aquarelles. Car l'aquarelle et la peinture à l'huile sont 2 éléments compatibles sous le rapport de l'observation des qualités colorées, de la valeur couleur, mais incompatibles en tant que moyen d'expression. L'aquarelle n'a pas qualité pour exprimer les tons majeurs. Ceux qui tentent d'avoir des tons majeurs en aquarelle font de la gouache, des opacités. L'aquarelle repousse l'opacité. Elle veut la transparence. Il faut que le blanc du papier fasse jouir la couleur de la flaque, dans la flaque d'eau. Voilà pourquoi l'aquarelle, on ne peut pas la mettre sur le même plan que la peinture à l'huile, laquelle, peinture à l'huile, ne repousse pas les tons majeurs, au contraire. Et on sait que depuis Cézanne, les tons foncés recèlent de la couleur. On arrive à Montmartre, et alors là, il y a un portrait, le portrait de Juliette Juvin. Alors, qui était cette Juliette Juvin? Juliette Juvin était une bonne copine. Juliette Juvin était une ancienne dactylo du Figaro. Et de temps en temps, qui venait lever la patte à Montmartre, au cours d'une brinque d'atelier, ayant forcé un peu sur le champagne, un peu noir. Juliette, on lui a mis une palette dans les mains, un pinceau, de la couleur. Elle a fait une barbouille qui a épaté l'assistance. Mais comme ils étaient tous noirs, ils sont un peu gourés. C'est bien que Juliette est devenue un peintre, mais un peintre qui bousculait la perspective et le dessin, mais dont le travail n'était pas indifférent. Il y a aussi un portrait, le portrait de Madame Fouque. Ah, alors ça devient marrant. Madame Fouque était une toute petite bonne femme qui dépassait pas le 1m50, mariée à Fouque, un peintre artiste français qui faisait 2 mètres de haut. Le contraste était marrant. Alors cette Madame Fouque, ben ma foi, elle sentait bon, elle se parfumait, elle se grimait d'une façon atroce, et ça m'a amusé de faire son portrait. Et ce portrait, ben ma foi, chaque fois que je le regarde, ben il me fait rigoler. Mais quand j'ai fait ce portrait, j'étais heureux. Hein. J'étais heureux de souligner le caractère de la gonzesse. Alors là, tu reviens à Dijon. À Dijon, j'avais mon fidèle grand frère, qui s'appelait Rondinet, fondateur de l'Essor, société artistique. Rondinet était devenu mon grand défenseur devant les attaques que je subissais en raison de ce que je n'ai jamais mis mon drapeau dans ma poche sur le plan politique. Et alors,
il s'est trouvé qu'aux Beaux-Arts de Dijon s'est produit une vacance, à l'époque où je combattais à Montmartre. Rondinet avait pensé à moi, inscrit au chômage à Paris, battant la purée, et il s'est dépensé pour faire de la propagande pour ma nomination de prof à l'école des Beaux-Arts de Dijon. Et ma foi, ça tombait en plein pétard de Montmartre aux artistes. Et alors les gens de Montmartre aux artistes ont poussé à ma nomination pour se débarrasser de moi à Paris, tandis que les gens de Dijon, lui, n'envisageaient pas ça de la même façon. Eux, ils voyaient que pour la nomination, ils allaient relever un peu l'enseignement des Beaux-Arts à Dijon. Alors c'est à cette époque d'ailleurs que tu fais le portrait justement de Carmita. Ah oui. Oui. Ben, c'est une époque assez triste. On était sous le coup de la défaite de la République espagnole et de ses défenseurs. On assistait à l'arrivée des réfugiés. Et à Dijon, un fort groupe d'enfants a été amené par un instituteur espagnol du nom de Manuno, un homme dévoué. Il s'était contenté de ramasser des gosses menacés par les bombes de la Légion Condor à Bilbao. Les filles de Manuno s'étaient fait inscrire aux Beaux-Arts, au dessin. Et ils venaient souvent à Brochon. C'est dans ces conditions qu'un jour, j'ai dit à la petite Carmita, « Eh ben, arrête-toi, donne-moi une heure, je vais faire ton portrait. » Et elle commençait à parler français. Et alors, pendant que j'ai exécuté cette tête, je crois avoir mis dans ses yeux le cauchemar qu'elle revivait en me racontant son histoire. Débarquement de Franco à Cadix. Quand le bruit court que les morts venaient de débarquer, toute la population de Cadix va au-devant, sur les quais, au-devant des morts, lesquels ont répondu par la mitrailleuse. Repito esas tres señales: Franco, fuego, Franco, muerte, Franco, fuego, muerte y sangre. Ayer con Hitler y ahora con los que se están llevando hasta la luz de la aurora. Y a mí no me diga nadie que es español el que entrega hasta las rachas del aire. Quand la guerre arrive, tu es à Brochon. Oui, je suis à Brochon. Et alors, ben ma foi, je me suis organisé pour travailler. J'ai pas mal écrit à l'époque, seulement m'attendant à des perquisitions éventuelles. J'avais enterré dans des bocaux toutes sortes d'écrits, notamment des poèmes, etc., que je n'ai jamais pu déterrer, que je n'ai jamais retrouvé. Si j'ai retrouvé quelques bocaux, mal fermés, tout ça a été pourri, enfin ça a été perdu. Et puis, ma foi, j'avais enterré d'autres choses, tous mes instruments de cuivre, des choses ramenées de Chine, que j'ai déterrées à la Libération pour que les frites ne mettent pas la main dessus en cas de perquisition. Et puis alors, j'enterrais également les linogravés que je faisais sous forme de tracts pour démoraliser la Wehrmacht. Alors après la guerre, tu recommences à peindre, enfin tu continues à peindre. Et c'est aussi l'époque où il y a de nouvelles tendances, l'art expérimental, l'art abstrait, l'expressionnisme, un nouveau réalisme aussi. Est-ce que tu suis ces tendances ou est-ce que tu continues ta peinture? Je continue sur ma lancée et je ne serai pas victime d'aucune de ces tendances. Bien que parmi elles, j'ai jamais repoussé l'expressionnisme. J'ai la sensation, j'ai toujours été expressionniste. Mais un expressionnisme habillé par l'impressionnisme. Compte tenu de la leçon de l'impressionnisme sur la vibration de la couleur sur les volumes. Je ne pouvais pas abandonner la couleur parce que toutes ces tendances
à ce qui mieux abandonnait la couleur. Je ne pouvais donc pas les suivre. Et je les ai repoussés, continuant sur ma lancée. Et cette lancée est encore la mienne aujourd'hui, en 78, puisqu'elle me permet de remettre en chantier des toiles exécutées en 1923, et je leur fais bénéficier des progrès que j'ai accomplis depuis lors. Car tout de même, j'ai la sensation, sans fausse modestie, d'avoir accompli quelques progrès de 1923 à 78. D'ailleurs, dans ces toiles que je reprends et rajeunis, eh bien, j'y trouve des défauts que n'avaient pas remarqué les critiques de 1923-24, des critiques qui, à mon avis, étaient trop élogieuses, parce que mes toiles de cette époque étaient pleines de fautes de composition. Ça ne collait pas assez le couvert. Et en ce moment, ben ma foi, je crois les perfectionner des progrès accomplis par moi depuis. Alors c'est de cette époque aussi que date le nu au canapé. Donc tu commences, enfin tu continues peut-être à faire des nus, et c'est un genre... Ben, c'est un genre, c'est-à-dire, il se trouve qu'en vérité, le nu, c'est le morceau, disons, royal. La palpitation de la chair à traduire par des rapports de ton, de la chair vivante et de la chair qui jouit. C'est quelque chose de sensationnel pour le peintre. Seulement, ce sensationnel n'est traduit que lorsque le peintre devient sénescent. Du fait que, sénescent, sa libido n'est pas réservée que la jouissance sexuelle, mais sa libido peut entrer comme élément moteur de sa créativité artistique. À l'âge adulte, la libido ne contribue pas à enrichir le potentiel de créativité d'art. Seulement avec le déclin physique, la libido prend davantage d'importance chez le presque vieillard. Et c'est là, d'ailleurs, Renoir illustre ma thèse. C'est que ces plus beaux nus datent de l'époque où ils ne pouvaient plus baiser. Ce sont bien les plus beaux. Les nus qui furent exposés au salon d'automne après sa mort, qui a provoqué l'hilarité de certains critiques qui trouvaient que ces nus étaient en peau de saucisson. Alors que sont les chefs-d'œuvre de Renoir, et c'est en devenant mieux que l'on s'excite davantage sur le nu, car le nu chasse, je ne sais pas quel est le con qui a dit ça, mais un peintre qui ne s'exciterait pas devant son modèle ne serait pas un peintre, et n'accoucherait que d'un navet cartonneux. Tu fais quelques séjours à Cassis, et tu ramènes de là-bas des marines, des paysages. Est-ce que tu as été attiré, comme de nombreux peintres d'ailleurs dans le Midi, par une lumière particulière? Ah oui, sûrement. Je savais dans le Midi, je trouvais déjà le soleil. Et les rapports de ton sont tout à fait différents que ceux que je trouve en Bourgogne. J'ai été un abonné de Cassis pendant 7 ans. D'autant plus que je trouvais chez les pêcheurs des copains. La grande majorité d'entre eux appartenaient à la cellule. Seulement, c'était des communistes assez bizarres, un peu farfelus. Pour les rassembler, il suffisait que quelqu'un, sur le boulingrin, crie « L'antifasciste !» Ah, tous là avec des tristes, présents. Mais pour assister aux réunions de cellule, ma cache. Pour moi, c'était des copains avec lesquels je me plaisais beaucoup. Alors, il y a des personnages aussi moins sympathiques que tu as mis en scène, et notamment au moment de la guerre d'Algérie, en 1957, tu fais le portrait du général Massu. Ah, le portrait, c'est trop dire. J'ai évoqué ce bourreau sanguinaire
Je l'ai évoqué dans une toile, en parant son petit béret, son montant fuyant, et le bec qui lui sert de nez. Je l'ai évoqué devant l'incendie d'une palmeraie, avec des cadavres, ses victimes, les cadavres qu'il a fait. نازلا كنت على سلم أحزان الهزيمة نازلا يمتصني موت بطيء صارخا. Il y a un autre tableau aussi de la même époque, c'est la neuvaine au pas de loi. Ah, oui. Eh bien, il s'agit du grand Jard, c'est-à-dire du général de Gaulle. Si son appel de juin 40 m'a ému, il s'est bien chargé par la suite de déboulonner sa statue. C'est pourquoi je ne le ménage pas. Oui, je le représentais à l'époque. Il se demandait s'il n'allait pas établir en France un régime Salazar. Alors, quand je l'ai montré au pas de loi, et avec la chandelle verte du père Ubu, et des angelots à mitraillettes, des angelots parachutistes, c'est elle que je le voyais et je le sentais. Penses-tu que l'artiste, justement, doit être un citoyen avant tout et qu'il a un rôle à jouer dans le progrès de l'humanité? Oui, absolument. C'est pas parce qu'on aime tripoter la couleur qu'on est un châtre physique, volontaire. La thèse qu'un artiste ne doit pas faire de politique, ou un écrivain, a été soutenue jadis par Romain Rolland contre Barbus. Seulement, ce qui m'a plu, c'est qu'un jour, les rôles ont été renversés. C'était Barbus qui soutenait la thèse contraire, et Romain Rolland, l'autre. Parce que pour moi, faire de la politique, c'est ne pas être indifférent au destin du pays qui vous a vu naître. C'est ne pas être indifférent à son propre destin, celui de sa famille, au patrimoine culturel de sa patrie. C'est ça, faire de la politique. Tu vas aussi en Yougoslavie peindre. Ah oui. Ah ben la Yougoslavie, c'est autre chose. Je dois avouer que la chair est faible. Et une étudiante yougoslave de Dijon m'avait quelque peu séduit en m'invitant à aller dans son pays, en Bosnie, exactement à Sarajevo, où là-bas il y avait des artistes yougoslaves avec lesquels je pourrais faire connaissance. Et puis il m'avait chaudement invité à visiter son pays, l'ancien marché turc de Sarajevo, où j'ai pu dessiner, où j'ai pu peindre, couvrir de nombreuses toiles. Si bien que j'y suis retourné plusieurs fois. Tu pars ensuite aussi dans un autre pays, notamment en Italie. De mes différents séjours en Italie, j'ai rapporté des souvenirs très émouvants sur le plan de la fraternité, de l'amitié que j'ai éprouvé et dont j'ai été le bénéficiaire de la part de mes nouveaux amis italiens, notamment de Bevilacqua. Eh bien, les sujets qui m'ont intéressé, à Gallinaro par exemple, eh bien, ce sont les ruelles qui portaient encore l'empreinte des couleurs pures par lesquelles les façades des maisons rustiques avaient été badigeonnées, et la patine des façades rouges, bleues ou violacées était picturalement extraordinaire. Tu fais des dessins, des aquarelles, là on va reparler un petit peu de ta technique, et puis parfois tu esquisses des huiles
sur le motif, disons, et tu les termines dans ton atelier. Alors, est-ce que tu retrouves, par exemple, dans l'atelier, les sensations que tu as éprouvées quand tu étais sur le sujet? Oui. À l'atelier, au contraire, dans la clarté de mon atelier, je trouve à savourer davantage la couleur. Je lui donne davantage d'importance que je le ferais en restant sur la nature. C'est dans l'atelier, grâce à sa luminosité et des toiles qui sont au mur, que je me trouve dans l'état de grâce propice à mettre dans le mille quand je peins. Alors, est-ce que c'est une technique que tu proposerais justement à tes élèves, d'ébaucher, de faire des croquis sur le sujet et ensuite d'approfondir dans un atelier? Plus précisément, je ne leur recommande pas une technique. Ce que je leur recommande, c'est de meubler leur mémoire des observations qu'ils peuvent faire sur les effets de la nature. L'observation des météores, par exemple, qui sont les moments les plus picturaux de la nature qui nous environne. Je leur demande de cultiver leur esprit d'observation et ce faisant, un jour, ils pourront travailler le mémoire. Mais il n'y a pas de technique qui permet l'apprentissage du travail de mémoire. Chacun est sur sa lancée avec sa technique, mais il n'y a pas une technique. La technique personnelle doit dériver du tempérament de chaque peintre, de chaque artiste. Quand mes gens arrivaient à l'atelier de la nature morte, où le portrait du modèle qui posait, eh bien la conversation s'engageait sur le boulot fait la semaine précédente, on comparait les travaux, j'en faisais la critique, une discussion s'instaurait, je n'imposais pas ma façon de voir, j'essayais de provoquer leur façon de voir à eux, indépendamment de la mienne. Alors j'arrivais à des résultats qui permettaient à ces gens d'évoluer assez rapidement. Puis alors chez moi, je combattais surtout l'individualisme imbécile, prétentiaire, infantile, quand je sentais ça dans le tempérament de quelqu'un. Alors la vanité de ce quelqu'un individualiste, je la piétinais dans mon verbe dru, sans complaisance. Et malgré tout, je me suis attaché et je conquis l'amitié de gens qui, dès le départ, semblaient tellement différents de moi. Alors là, nous avons vu comment tu t'y prenais, disons, pour former ces gens-là à faire de la peinture, à être des militants dans l'art, dans la pensée. Et est-ce que tu penses aussi que, par exemple, pour des spectateurs de la peinture, il y aurait une formation à faire, c'est-à-dire apprendre aux gens à regarder des tableaux, à voir? C'est sûr, c'est sûr. Mais il en est tout de même qui ont le pifomètre, si je puis dire, de la connaissance picturale. Il y a des gens sensibles à la couleur, d'autres qui sont allergiques, ou ils le croient, mais en général. Il m'est arrivé au cours de ma carrière de constater que les gens les plus sensibles à la peinture sont ceux qui disent n'y rien connaître. Et il m'est arrivé souvent, par exemple à Cassis, en travaillant sur le quai, en dessous du casino, de m'entendre interpellé par une maman marseillaise qui avait accroché à ses jupes une ribambelle d'enfant et me criant à 10 mètres de ma toile: « Oh, monsieur, ce que vous faites, ça ne ressemble pas à ce que font les autres peintres. Au moins, vous, c'est la Provence, ça chante. Oh, ça chante !» Elle m'a fait plaisir, cette maman Tartebouille. C'était le plus beau compliment venant de la part de quelqu'un. Ah, elle m'avait ajouté: « Je n'y connais rien, mais ça chante !»
Ah, ça m'avait touché davantage que souvent des coupures signées de critiques d'art connus. Alors André, tu nous as parlé de ta joie de peindre, mais je crois que la peinture c'est aussi un combat, c'est-à-dire qu'il faut mettre dans la peinture tout ce qu'on a en soi. Et voilà, c'est exact, le maximum. Il faut mobiliser toutes ces cordes sensibles. Et pour ce faire, eh bien, il ne faut pas être individualiste. Il ne faut pas être égocentriste. Il faut être guéri de tout ça. Il faut surtout se plonger dans la vie de ses frères en humanité, dans la vie dont on est soi-même un élu, et plonger partout où il y a de la joie, partout où il y a également de la douleur. C'est ça qui forme un bonhomme et qui lui permet justement de se donner sur le plan culturel à une activité créatrice, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, de la musique ou de la poésie. Est-ce que tu attaches de l'importance, justement, on en a déjà un peu parlé, à la notoriété? Non. Non et oui. Parce que un artiste qui n'a pas de notoriété, c'est comme s'il n'existait pas. Il a beau être sincère, travailler, mais il n'a pas de notoriété. Il est donc inconnu. Et inconnu, mais il risque de ne pas manger à sa faim s'il n'est pas venu au monde avec des rentes. Alors il est évident que un peu de notoriété ne nuit pas. Seulement ne travailler que pour ça est une erreur. C'est ce qui arrive à certains qui ont eu des débuts difficiles et quand ils commencent à avoir quelques succès, surtout sur le plan financier, eh bien qui s'y engagent définitivement au détriment de leur art. Est-ce que la distribution de la peinture, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, par exemple avec le système des galeries, des collectionneurs, des ventes, est-ce que ce système, d'après toi, permet à tout le monde d'apprécier la peinture, de la connaître, ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un autre système de diffusion? Il y a toute une bande qui s'enrichit au détriment des soutines de tous les temps, au détriment de types qui crèvent de faim, et alors ils font fortune. C'est de l'exploitation spéculative, en un mot de la crapulerie organisée, légalement, qui bénéficie de la loi. Alors, ce que tu évoquais, une diffusion des œuvres d'art, de leur connaissance, organisée sur le plan des maisons de la culture, évidemment, serait un progrès considérable.